5 du règlement. Madame la présidente, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, votre loi de programmation pluriannuelle sur la recherche était très attendue pour au moins 2 raisons. D'abord parce que c'est seulement la 3e depuis 1982, donc c'est tout à votre honneur, et surtout parce qu'elle doit répondre au retard que la France a pris au cours des 15 dernières années en matière d'investissement pour la recherche, notamment au regard de ce que font les autres grandes économies mondiales. Or, Madame la Ministre, votre loi de programmation est de l'avis unanime de la communauté des chercheurs et chercheuses une grande déception. L'unanimité, sauf peut-être ce matin, le Collège de France a expliqué que c'était mieux que rien. Mais tous les autres, et je pèse mes mots, tous les autres ont indiqué qu'ils étaient très déçus. Parce que cette déception est grande, parce que nous aimons la recherche, parce que nous considérons, je cite, que la République a besoin de savants, comme le rappelait ici même Pierre Mendès France à cette tribune le 3 juin 1953, parce que nous estimons que la recherche devrait être un levier stratégique au plus haut niveau de l'État, parce que le niveau des moyens octroyés à la recherche en France n'est plus acceptable, nous avons décidé avec mon groupe de refaire entièrement la trajectoire budgétaire que vous nous présentez, avec un contre-budget chiffré ligne à ligne. Nous avons chiffré cette trajectoire budgétaire, Madame la Ministre, en prenant comme hypothèse que vous n'avez pas fait d'atteindre 1% du PIB en 2027. Ce que vous n'avez pas fait. Cet objectif n'était même pas dans votre projet de loi. Il a fallu un amendement du rapporteur pour le rajouter. Et surtout, votre trajectoire budgétaire ne repose pas sur cet objectif de 1% du PIB en 2027. Vous pouvez refaire les calculs comme vous voulez. Vous pouvez demander à notre collègue Cédric Villani de vous aider à les faire. Vous verrez que vous ne trouverez pas que votre trajectoire budgétaire donne 1% du PIB, ni en 2027, ni en 2030. Évidemment, nous sommes d'accord sur le constat. La France dépense aujourd'hui moins que les autres pays riches pour sa recherche, et ce retard est encore plus criant pour la recherche financée par les acteurs publics. En 2007, la France faisait jeu égal avec l'Allemagne. Depuis, l'Allemagne atteint quasiment les 1% de PIB pour la recherche publique, ce qui, évidemment, la France n'a pas atteint. Et je ne vais pas vous dire que c'est vous qui avez porté cette responsabilité. C'est une responsabilité depuis 2007. La France compte ensuite moins de chercheurs que l'Allemagne. On est pour la recherche publique sur 173 chercheurs publics pour 100 000 habitants en France, contre 207 pour 100 000 habitants en Allemagne. Enfin, la France paie moins bien les chercheurs que ses homologues, 35% de moins en début de carrière et 15% de moins en fin de carrière. Alors oui, la déception est grande par rapport à votre projet de programmation à cause de cette trajectoire budgétaire que vous proposez. Je le redis, il a fallu attendre l'amendement de la Commission et du rapporteur Pierre-Alain Raffan pour que cet objectif de 1% du PIB soit mentionné dans le texte. Mais ça ne veut pas dire qu'il sert de pivot à la construction de votre trajectoire budgétaire. Nous avons donc refait les calculs avec une trajectoire budgétaire à 1% du PIB en 2027. Ceci nous conduit à avoir pour l'année 2027 9,2 milliards d'euros de plus que la loi de finances pour 2020, quand vous proposez 3,3 milliards d'euros de plus en 2027 que la loi de finances pour 2020. C'est écrit, page 28 du rapport que vous avez signé, Madame la Ministre. Peut-être l'avez-vous oublié. Même en intégrant... Ah oui, j'ai bien sûr intégré ce que vous avez annoncé pour le plan de relance. Pas de souci. Découlant de cet objectif, l'investissement supplémentaire annuel pour atteindre 1% du PIB en 2027 est de 1,315 milliards d'euros de plus par an, quand vous êtes autour de 500 ou 600 millions d'euros de plus par an. Ça signifie que pour atteindre 1% du PIB en 2027, il vous manque 6 milliards d'euros sur le budget 2027. Vous pouvez revoir les chiffres, nous vous donnerons tous les tableaux,
vous verrez qu'ils sont cadrés, contrairement à votre trajectoire budgétaire qui ne repose absolument pas sur un objectif de 1% du PIB en 2027, ni même en 2030. Autre déception tout aussi grande, celle à l'égard des propositions que vous formulez pour améliorer la situation des chercheurs. D'abord, sur les embauches. Vous prévoyez de créer 5 200 postes d'ici 2030. Ce ramènerait le nombre de chercheurs publics à 182 pour 100 000 habitants. Je redonne le chiffre pour l'Allemagne, 207 pour 100 000 habitants, toujours dans les établissements publics. En parallèle, le gouvernement prévoit sur la période une hausse des effectifs contractuels de 15 000, mais dont nous ne connaissons pas la répartition. Pour marquer cette insuffisance d'embauche, vous inventez 3 nouvelles voies statutaires. La chaire de professeur junior, le contrat doctoral de droit privé, le contrat à durée indéterminée de mission scientifique. Ces 3 nouvelles voies statutaires ont un point commun. Aucun salaire minimum n'est défini, aucune durée minimale n'est fixée, sauf pour la chaire de professeur junior. Et enfin, pas de dispositions précises qui sont toutes renvoyées à un décret. Vous justifiez ces créations par le fait qu'il faut rendre attractif le métier de chercheur et pouvoir faciliter les passerelles avec le privé. Sérieusement, Madame la Ministre, connaissez-vous beaucoup de domaines en France où lorsqu'un poste est ouvert, un poste pérenne, j'entends, il recueille entre 7 et 20 candidatures par poste pour être recruté à Bac+8 avec 1 700 € net par mois. Cette situation est sans doute unique au monde. Oui, les jeunes veulent rejoindre des labos publics parce qu'ils aiment la recherche et que la France a encore ce pouvoir d'attractivité, et ce, malgré le niveau notoirement bas des salaires. Dès lors, vos 3 propositions de contrat sont une fausse réponse à un vrai problème. Surtout, ils sont une réponse qui va accentuer le problème. Concernant les conditions de travail des chercheurs et l'évolution de leur temps réel consacré à la recherche, vous ne dites rien. Dans les établissements publics, la moitié des chercheurs sont des enseignants-chercheurs qui doivent assurer 192 heures d'enseignement par an, auxquelles s'ajoute la préparation des cours, les tâches administratives croissantes qui y sont associées et qui, au fil des ans, sont devenues de plus en plus chronophages. Face à cette situation, vous ne proposez rien. Pour notre part, nous proposons de libérer du temps de recherche en réduisant de 25% le temps d'enseignement devant les étudiants et de compenser cette réduction par une embauche de 3 000 enseignants-chercheurs par an de 2021 à 2025, ce qui représente un coût annuel de 170 millions d'euros supplémentaires. Enfin, vos propositions de revalorisation ne sont qu'un engagement pour 2021 et des intentions pour la suite qui n'engagent que les programmateurs. La seule vérité que nous verrons, c'est celle de la loi de finances. Mais sur ce, vous n'avez pas jugé utile de mettre par écrit, je dis bien par écrit, une véritable projection financière. Sur ce point, nous vous faisons une autre proposition, une revalorisation de 1 600 € en moyenne par an sur 2021-2025 pour un coût annuel supplémentaire de 200 millions d'euros. Concernant le quart des 73 500 doctorants qui aujourd'hui ne bénéficient pas d'un financement décent pour leur thèse, vous ne proposez rien de concret. Vous affichez une intention, augmenter de 20% le nombre de doctorats financés par le ministère de la Recherche, mais en revanche, vous ne proposez rien pour ces étudiants, ces doctorants actuels qui n'ont pas de conditions décentes de financement. Nous proposons d'assurer à chacun 1,5 SMIC par mois pour un coût budgétaire de rattrapage de 150 millions d'euros. Vous ne dites rien non plus de celles et ceux qui, parmi les 130 000 vacataires qui enseignent dans l'enseignement supérieur, se retrouvent dans une situation de précarité. Vous restez également silencieuse sur les passerelles qui seraient nécessaires pour les docteurs. Chaque année, 14 000 étudiants obtiennent leur doctorat. Seulement la moitié peut se faire recruter dans les établissements publics. Enfin, de manière plus conjoncturelle, vous ne prenez aucun engagement réel pour permettre aux doctorants et étudiants en thèse qui sont en thèse et qui ont été impactés par la crise du coronavirus de pouvoir prolonger d'1 an leur thèse. Concernant les conditions d'exercice du métier de chercheur, je salue le premier pas que vous engagez concernant la dotation de démarrage pour les chercheurs. De l'avis général, il faudrait qu'elle soit reconduite sur 2 années de plus, ce qui ferait 3 fois 10 000 € au lieu des 10 000 € que vous proposez. Enfin, dernier point que vous ne mentionnez pas sur votre loi de programmation, ce sont les investissements pour les locaux. Le précédent rapporteur général, Joël Giraud, devenu depuis secrétaire d'État, avait alerté dans son rapport sur la loi de règlement pour 2018. Je vais donc m'inscrire dans ces pas et vous proposer un investissement annuel supplémentaire de 150 millions d'euros sur la période, en plus des 777 millions qui sont aujourd'hui octroyés. Quand on somme le tout, toutes nos propositions, nous arrivons à un chiffre de 975 millions d'euros. Comme je vous l'ai indiqué, nous partons sur une base budgétaire de 1,315 milliard d'euros
de plus chaque année, ce qui laisse donc en moyenne 340 millions d'euros pour les projets, et c'est là où je vais en venir. Vous ne dites pas, Madame la Ministre, où vous voulez emmener la recherche. Vous faites une loi de programmation sur 10 ans, mais vous en dites moins que les objectifs qui étaient fixés dans la loi, qui n'était pas une loi de programmation, de 2013. Or, aborder la recherche devant nous, parlementaires, responsables politiques, c'est l'occasion de nous confronter au progrès, et je l'espère de manière enthousiaste. Je vais prendre un exemple. Quand le 14 septembre 2015, l'expérience a montré l'existence d'ondes gravitationnelles, il s'est agi d'une avancée majeure, dont la France, l'Italie et les États-Unis sont à l'origine. Découvrir les ondes gravitationnelles, c'est donner une illustration à la théorie d'Einstein de 1905 sur la relativité générale, qui énonce que la gravitation est en le fond une courbure entre l'espace et le temps. On pourrait en faire une dissertation de philosophie, mais en tout cas que deux horloges identiques, dont l'une aurait fait un séjour dans un champ de gravitation, retarderaient par rapport à l'autre. C'est un des exemples des avancées extraordinaires, presque magiques, qui sont réalisées dans le champ scientifique et qui découlent de programmes qui, pour beaucoup, ont été décidés avant 2010 et financés au cours des années passées. Madame la Ministre, nous serons comptables vis-à-vis des générations futures de ce que nous décidons aujourd'hui ou de ce que nous ne décidons pas. Voter une loi de programmation sur la recherche nécessite de se projeter dans un univers inconnu, et c'est donc par définition vertigineux. Mais on peut quand même aborder le vertige avec sérieux et rigueur. Et comme je l'ai dit précédemment, cela nécessite à minima de faire un cadrage budgétaire qui repose sur des hypothèses sérieuses, ce qui n'est pas votre cas. Comme le disait le mathématicien Henri Poincaré, cher à notre collègue Villani, les découvertes mathématiques, petites ou grandes, ne naissent jamais d'une génération spontanée. Il n'y a pas de génération spontanée en recherche, il n'y a que les efforts des chercheurs, leur travail, leur enthousiasme et leur volonté. Pour que cet enthousiasme rayonne dans le pays, il faut qu'il soit porté au plus haut niveau de l'État. La légende raconte que Barack Obama recevait chaque semaine le Chief Science Advisor des États-Unis pour faire un point régulier sur les grands enjeux de recherche. En France, l'Office parlementaire, dont certains d'entre vous sont membres et que je salue, a déploré dans son rapport de mars 2017 le faible engagement au plus haut niveau de l'État, et ce, quelle que soit la majorité en responsabilité. C'est pourquoi nous prenons un changement de culture au plus haut niveau de l'État et proposons que soit créé un conseil stratégique de recherche, à l'instar de celui qui existe sur la défense et la sécurité nationale, qui serait présidé par le président de la République et qui se réunirait au moins 2 fois par an autour des grands arbitrages. Ces arbitrages, Madame la Ministre, vous avez refusé de les rendre dans votre projet de loi de programmation pour la recherche. Tous les acteurs que nous avons rencontrés nous l'ont confirmé. Elle ne veut pas trancher. À mes yeux, c'est une faiblesse, mais au-delà, c'est un manquement à la loi. En effet, l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 prévoit que la stratégie nationale de recherche soit revue tous les 5 ans. Cela signifie que cette stratégie aurait dû à minima être revue en 2018, ce qui n'a pas été le cas. À minima, elle aurait dû faire l'objet d'une révision à l'occasion de ce projet de loi de programmation pour la recherche. Alors, la stratégie nationale pour la recherche comportait 10 défis qui sont toujours d'actualité. La gestion sobre des ressources, l'adaptation au changement climatique, une énergie propre et sûre, le renouveau industriel, la sécurité alimentaire. Dernier point que je souhaite aborder devant vous, la protection de notre recherche. Toute invention échappe un jour ou l'autre à son inventeur, ne serait-ce que parce qu'elle constitue un progrès pour l'humanité et que, par conséquent, elle a vocation à bénéficier à tous les humains. Pour autant, il n'est pas interdit de valoriser ce que nous faisons. Je vais vous citer le cas des cellules photovoltaïques, qui existent aujourd'hui en grande partie grâce à la recherche menée en France sur le silicium. Or, aucune filière industrielle à grande échelle permet de fabriquer ici en France les cellules photovoltaïques que nous allons acheter en Chine. Ceci signifie donc que nous avons payé la recherche des Chinois. Ce type d'écueil doit être évité. C'est pour cette raison que nous proposons qu'une fois par an, le fameux Conseil stratégique de recherche présidé par le Président de la République puisse définir les avancées de la recherche pour lesquelles organiser un prolongement industriel est nécessaire afin d'éviter que d'autres s'en saisissent. Il y a un cas très concret aujourd'hui, la filière hydrogène. Vous l'aurez compris, les propositions que vous formulez dans ce projet de loi de programmation ne permettent pas, à nos yeux, de répondre aux questions que vous posent les chercheurs. Surtout, Madame la Ministre, et je le redis, votre trajectoire est un mensonge budgétaire, car elle n'atteint pas les 1% du PIB, ni en 2027, ni en 2028, ni en 2030, sauf à ce que vous tabliez sur un effondrement du PIB à cause de la crise sanitaire.
J'espère que ce n'est pas le cas. Nous vous remettrons clé en main une trajectoire bâtie sur un objectif de 1% du PIB en 2027. Saisissez-vous-en. Saisissez-vous-en. Dans l'immédiat, je vous invite, mes chers collègues, à voter cette motion de rejet.